On va parler aujourd'hui du nouveau champ des possibles offert par le retail média quand on parle notamment d'une approche full funnel. Pour ça, on va accueillir un incroyable trio de speakers. On va commencer avec Adrien Masson. Bienvenue Adrien, tu peux nous rejoindre. Adrien, ça fait plus de 10 ans que tu es chez Amazon et tu es aujourd'hui General Manager France de Amazon Ads. Tout à fait. Bienvenue Bonjour à encore. tous. Pauline de la Rivière, alors, expertise exceptionnelle dans l'enjeu des marques CPG, plus de 18 ans d'expérience au sein du groupe Mattel, entre la France, l'Espagne et le UK. Bienvenue aujourd'hui, Senior Directeur Marketing France et Médias, IMIA. Bonjour Pauline, bienvenue. Et enfin, François-Xavier Pierrel, tu es au cœur des sujets data pour le groupe TF1 puisque tu es Chief Data et Ad Tech Officer et tu es aussi donc l'auteur du best-seller No First Party, No Party. Bienvenue, bienvenue François-Xavier. Prenez les notes pour les punchlines. Pauline, démarrons ensemble. Donc, le retail média a longtemps été perçu, c'est le titre de la table ronde, comme un levier très bas de funnel. Chez Mattel, vous avez décidé d'utiliser le retail média non seulement pour des objectifs de performance, donc là où on l'attend, mais aussi pour des objectifs de considération et de notoriété. D'où vient cette décision et quels cas d'usage ont été les plus convaincants? Tout à fait. Donc, on utilise effectivement le retail média et toute la partie performance depuis un moment. Au moment, post-Covid, avec le développement de l'accélération de toute la partie e-commerce, on a vraiment retravaillé notre stratégie, en commençant par Amazon d'ailleurs, et regarder un petit peu comment on se dirige davantage vers toute la partie incrémentalité. Et dans cette réflexion, ça a forcément eu des implications sur la partie search, mais aussi avec une réflexion sur l'intégration de l'upper funnel dans les campagnes. Et du coup, on a commencé à l'intégrer dans deux types d'activation. La première, plus pour compléter le search, particulièrement sur des marques ou des catégories où on voit que le branded search est très important. On a du coup du mal à driver de l'incrémentalité et d'où l'importance du upper funnel pour driver des nouveaux consommateurs dans la catégorie et donc dans nos marques aussi, au final, c'est ce qui nous intéresse. Mais du coup, voilà, de vraiment apporter ces nouveaux consommateurs. Et la deuxième, c'est sur des marques où on a besoin de targeting plus spécifique, plus précis, où certains médias plus classiques, plus larges, proposent pas forcément ce type de solution-là. Et notamment avec le retail média, on peut être d'autant plus précis sur le targeting de nos campagnes. Là, on voit les use cases les plus efficaces, c'est vraiment la partie full funnel. Donc, la capacité d'être capable de faire de l'upper funnel et puis de le driver jusqu'à la conversion. On a vu des expériences avec Amazon notamment, avec tout le calcul du multi-touch attribution et de comment on peut voir le ROAS sur du multi-touch. Et c'est vraiment là où on peut amener des nouveaux consommateurs et vraiment aller jusqu'à la mesure du ROAS, de l'investissement total et de ce que ça peut driver en termes de vente. Ouais, merci beaucoup Pauline. On rentre directement dans le vif du sujet de comment on peut utiliser le retail média pour des activations upper funnel. Petit changement de micro. Pendant qu'on change ton micro, je vais me tourner vers Adrien. Chez Amazon en particulier, vous développez de plus en plus de solutions, d'offres pour adresser non plus seulement des stratégies de performance, comme vous avez pu être vu de façon assez traditionnelle, mais aussi pour adresser le full funnel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les possibilités qu'on a sur Amazon pour des stratégies d'activation plus haut dans le funnel? Bien sûr. Et pour commencer, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait effectivement plus de 10 ans que je suis chez Amazon Ads. Et Numberly a été l'un des premiers, si ce n'est le premier, à activer Amazon DSP en France et en Europe. Donc je suis content de le rappeler à chaque fois parce que vous êtes fidèles et toujours dans l'innovation. Donc merci beaucoup. Donc effectivement, on a lourdement investi pour mettre en place des solutions full funnel. Je prends une minute pour définir la façon dont on voit le full funnel chez Amazon. Il y a un full funnel qu'on voit de façon verticale, qui est l'intégration de l'ensemble des points de contact utiles pour les marques, que ce soit de l'écran de télévision jusqu'aux publicités sponsored. On a fait un très très gros travail dans Amazon DSP, qui est notre plateforme d'activation publicitaire, de réconciliation d'inventaires, évidemment les inventaires Amazon, mais aussi de très nombreux inventaires non Amazon,
Donc on peut citer Disney, Netflix, TF1 évidemment, M6, France Télévisions, Canal+, et je peux continuer longtemps. L'idée étant d'avoir vraiment cette approche totalement intégrée et de défragmenter, parce qu'on a vu que le parcours d'achat était fragmenté tout à l'heure, l'idée c'est vraiment de l'unifier et d'unifier la planification, l'activation et la mesure. Donc ça c'est pour la partie verticale, et puis pour la partie horizontale, il y a les achats qui se font sur Amazon et puis aussi en dehors. Et donc on travaille aussi beaucoup avec les marques pour réconcilier les deux mondes. En termes d'insight et puis en termes de mesure. Donc il faut bien comprendre qu'il y a ces deux dimensions qui sont importantes pour les marques et donc aussi pour Amazon. Donc une fois qu'on a dit ça, les solutions qu'on met en place, elles sont assez simples à comprendre, même si elles sont difficiles à mettre en place. La partie full funnel, encore une fois, c'est l'unification du planning, de l'activation et de la mesure. Et on a annoncé très récemment le lancement prochain d'une nouvelle solution qui s'appelle Campaign Manager, qui est la réunion de notre console sponsored, donc pour vraiment faire la partie performance et bas de funnel, et d'Amazon DSP pour la partie haut de funnel et la partie streaming télé. Donc c'est une seule et même interface dans laquelle on peut vraiment faire du full funnel. Donc ça, c'est vraiment une solution phare. Je conclurai cette question sur toute la partie agentique que nous sommes en train de développer pour pouvoir faire du full funnel facilement. Parce que l'exécution souvent est très complexe. Encore une fois, il s'agit de défragmenter quelque chose qui est compliqué. Et donc l'agentique va nous permettre de rendre tout ça un tout petit peu plus facile. On va y revenir un tout petit peu plus tard, mais oui, en effet. Merci Adrien. Merci pour ces 10 dernières années et hâte de voir les 10 prochaines du coup. Mais Pauline, restons dans le haut de funnel et voilà, on a des petits soucis de micro, désolé. Restons dans le haut de funnel et on peut peut-être ajouter un petit peu de mesure dans ce jeu-là et justement se demander comment, quand on est une marque, et comment on peut finalement mesurer la valeur ajoutée d'un retailer quand on ne maîtrise pas ses ventes. C'est effectivement une des questions les plus compliquées, puisque traditionnellement, dans le retail média, on va prendre le ROAS ou le ROAS incrémental, et c'est assez classique. Dans la partie upper funnel, si on n'a pas de site D2C, on a forcément plus de complexité à mesurer l'impact direct. Du coup, ce qu'on met en place, c'est bien évidemment comparer les performances médias. Donc, on va regarder les performances classiques, les CPM, les CVR, toutes ces choses-là, et le comparer aux autres plateformes à lesquelles on se compare, puisque aujourd'hui il faut pas comparer un ROAS de bas de funnel à ce qu'on peut obtenir en haut de funnel, sinon on va être très déçu, puisque forcément c'est pas le même objectif. Du coup, ce qui est important pour nous, c'est on en parlait en introduction, c'est toute la partie media mix modeling, et c'est vraiment là que on va aller regarder le retour sur investissement court terme et long terme des différentes solutions, notamment en considération celles qui sont via retail média, celles qui sont plus classiques en termes de plateforme, et du coup comprendre sur quelle marque, sur quelle plateforme on retrouve les meilleurs investissements et les meilleurs retours. Et après, évidemment, sur la partie Amazon, plus avec la partie AMC qui donne maintenant aussi énormément de data. Du coup, quand on a recruté ces nouvelles audiences, comprendre sa lifetime value, et puis comprendre évidemment le multi-touch attribution. Donc tout ça, c'est des datas supplémentaires qu'on peut maîtriser et pour donner un peu de valeur à ce qu'on peut faire en upper funnel. Merci beaucoup, Pauline. Alors, on a entendu ta vision de marque, on a aussi entendu la vision plutôt retailer, même si vous êtes un retailer / publisher. Ah non, pas que retailer. / publisher. Mais on a aussi évidemment très envie d'entendre la vision d'un publisher pur, et en particulier de TF1, sur ce sujet de la mesure. Est-ce que tu peux nous en dire plus, François-Xavier, sur le positionnement de TF1 sur ce sujet de la mesure, en particulier dans l'écosystème de la data collaboration et du retail média? Je réfléchissais donc à la punchline, et en fait, dans ma tête, il y avait, après tout ce que j'ai entendu, je dis, j'aimerais pas avoir mon job. Franchement, c'était, quand tu vois la vitesse à laquelle les annonceurs vont, les partenaires technologiques et tout ce que nous on doit ingurgiter pour exister dans cet écosystème. Bon, j'ai pas de punchline. J'ai que des questions en fait. Attends, la table ronde n'est pas finie, François. Ouais, faut que je trouve un truc. Temps. Bref, donc la mesure en fait pour nous c'est une obligation.
c'est-à-dire qu'on le veuille ou non. Après, ce qui a changé, je pense, dans la trajectoire, c'est tu as quand même des grands sujets qui sont maintenant très bien maîtrisés par les annonceurs. On parlait de Media Mix Modeling, qui est quand même un enjeu hyper clair. Et l'enjeu pour nous est plutôt maintenant de venir les nourrir que d'essayer de développer des trucs dans notre coin et d'essayer de prouver par A plus B qu'on sait mesurer. Donc, tout ce qu'on fait aujourd'hui, que ce soit sur les arrivées sur cible, que ce soit le Media Mix Modeling, l'attribution, la contribution, notre objectif, en tout cas en tant qu'équipe data, au service d'une régie et d'un groupe comme celui de TF1, c'est plutôt de voir dans quelle mesure on peut participer avec l'écosystème pour donner une donnée de qualité, temps réel, fiable, mesurable, et qui permettent finalement de donner beaucoup de lisibilité là où on a besoin d'être fort. Et nous, aujourd'hui, on fait comme tout le monde. On a un funnel qui s'est finalement allongé. On est naturellement très bon dans le haut parce qu'on vient de la télévision linéaire. Le fait de devenir une plateforme de streaming nous ouvre des opportunités pour devenir un acteur de la performance. Et donc de jongler entre ces deux-là, ça passe par des enjeux de data, des enjeux de technologie, de plateformisation. Mais à la fin, on a quand même, en plein Jeux Olympiques, on a des figures imposées, Media Mix Modeling, modélisation, attribution, et puis suivre les mouvements du marché. Il y a 3-4 ans, le DSP Amazon n'était pas aussi présent dans les écosystèmes, il n'était pas aussi puissant, il n'y avait pas de solution comme celle à laquelle on a participé avec les équipes d'Adrien pour venir déverser nos datas dans l'écosystème Amazon, le qualifier avec des signaux d'intention et de fiabilité qui permettent aux annonceurs de venir acheter facilement via de la donnée de qualité. Donc en fait, on a tout ça qui bouge, et nous, aujourd'hui, dans la mesure, on suit ce qui se fait. Mais par contre, quand on le fait, on essaie de le faire vraiment très bien, de manière très précise, mais on essaie de rester très focus sur ce que les annonceurs utilisent vraiment, ce que les marques utilisent, et pas aller faire de la mesure pour de la mesure. Donc aujourd'hui, pour nous, il y a tout ce qui est mesure Drive to Store, sur laquelle on n'a pas tellement le choix. La mesure Drive to Web, à partir du moment où on est une plateforme de streaming, on doit être capable de nourrir ces parties-là, et les parties plus traditionnelles, dont le Media Mix Modeling, fait évidemment partie de l'approche. Mais pour nous, c'est plutôt de l'interopération, c'est être capable d'exister dans cet écosystème et d'animer des agences, des partenaires, des annonceurs, des partenaires technologiques, et de graviter dans cet écosystème. Ok, donc tu l'as évoqué, vous avez lancé énormément de choses là dans les dernières années, notamment en lien avec l'évolution de l'écosystème. Les choses tombent bien dans cette table ronde, parce que nous avons Amazon, nous avons TF1, et il se trouve que vous avez lancé un partenariat ensemble récemment, Amazon et TF1, qui rend possible notamment une mesure beaucoup plus précise de l'impact des campagnes diffusées sur TF1. Est-ce que vous pouvez peut-être, en commençant par toi François-Xavier, et puis tu pourras commenter aussi Adrien, nous parler de ce partenariat, est-ce que ça rend possible comme use case et comme mesure en particulier ? Je peux commencer d'abord. Je vais reprendre mon bâton de pèlerin sur la data collaboration. Je pense qu'il n'y a pas un mois où j'en parle pas, où je n'essaie pas de faire bouger ce truc-là comme tous mes camarades dans la salle. L'enjeu de partager autour de la data via des solutions technologiques est devenu essentiel pour créer de la valeur, pour mesurer, pour activer, pour comprendre tout ce qu'on peut imaginer. Et donc nous, dans le relancement du plan de TF1, on travaille avec différents partenaires, que ce soit LiveRamp, que ce soit Snowflake. Là, on intègre maintenant du Databricks. Évidemment, Amazon est devenu un partenaire important pour nous parce qu'il amène d'autres briques dans la chaîne de valeur. On a commencé simplement à se partager de la data, c'était sympa, mais on avait quand même un paquet de barrières à faire tomber. À partir du moment où on y met de la création de valeur et de l'activation, ça a basculé très très vite. Et en fait, on voit bien que la facilitation nous a aidé à avancer. Donc nous, notre objectif, c'est une fois encore, je reste sur l'interopérabilité, c'est d'être très présent dans notre capacité à collaborer dans un écosystème. Et puis, on suit les solutions de mesure. Amazon, je te laisserai Adrien en parler, apporte des solutions de mesure dans lesquelles, moi, ce qui me facilite la vie, c'est que je n'ai pas à la développer. Je dois y contribuer, je dois mettre ma donnée dedans, mais ce n'est pas nous qui allons mesurer le cycle de vente chez Amazon. Amazon le fait mieux que nous. C'était extrêmement clair. Ouais, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Si je reprends les exemples de cas très concrets, en fait, il y a le début de la chaîne et la fin de la chaîne. Le début de la chaîne, c'est la construction d'audiences qui sont les plus pertinentes possibles. Et c'est là où la data collaboration entre TF1 et Amazon prend tout son sens, parce qu'on est en capacité d'aller créer des audiences sur mesure pour les marques et ensuite de les projeter sur des points de contact qui sont extrêmement premium et très importants pour les marques. Donc ça, c'est le cas d'usage qui est lié à l'activation, et ensuite, il y a évidemment le cas d'usage qui est lié à la mesure, donc qui est l'exact opposé de la partie audience, c'est-à-dire une fois qu'on a créé ces audiences, comment on fait aussi pour mesurer efficacement, mesurer qu'il n'y a pas de déperdition, mesurer l'incrémentalité, et donc on a l'entièreté de la chaîne. Il y a un point qui est important dans la partie data collaboration, pour moi, c'est vraiment
le fait de simplifier et de fluidifier l'accès aux insights consommateurs. Si on veut que l'industrie soit plus performante, il faut aussi qu'on soit plus performant auprès des consommateurs. Et ça veut dire, quand on parle de customer centricity, ça veut dire vraiment qu'il faut arriver à projeter ces insights partout, tout le temps, qui ne restent pas juste coincés dans des silos, dans des organisations marketing, mais vraiment qui puissent infuser l'ensemble de l'industrie, l'ensemble des chaînons de la chaîne programmatique. Et donc on travaille très dur en collaboration avec plein d'acteurs différents pour arriver à fluidifier cette information, à faire en sorte que les prises de décision soient les plus informées possibles sur la base de signaux qui soient les plus déterministes possibles. Merci Adrien. Alors, Pauline, on peut peut-être réunir Amazon et TF1, justement. Tu l'as dit tout à l'heure, vous avez chez Mattel des activations de BVOD, de la Broadcast Video on Demand, un petit peu de jargon, aujourd'hui. Notamment chez TF1 et par le biais d'Amazon DSP en tant que plateforme. Quels sont les bénéfices, quels sont les challenges et voilà, pourquoi c'est plus intéressant pour vous, Mattel, de passer par une plateforme par rapport à d'autres plateformes? Qu'est-ce que ça vous apporte en plus? Alors, on est encore en phase de test sur tous ces développements. C'est des choses qui sont encore assez nouvelles. Mais ça permet vraiment de regarder. Aujourd'hui, dans nos plans médias, forcément, dans l'univers digital, ils sont de plus en plus complexes. Il y a de plus en plus de plateformes et de plus en plus fragmentées. Quand on effectue effectivement tout de façon silotée individuellement, on perd pas mal d'informations. Donc, tout ce que nous apportent ces tests-là, c'est de commencer à comprendre mieux la complémentarité des différentes plateformes, comment on s'assure qu'on n'ait pas des overlaps forts entre les audiences d'une plateforme à l'autre, et du coup comment on maximise le reach sur la base de nos investissements, puisque aujourd'hui c'est quand même un des gros leviers. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième, c'est aussi toute la partie frequency capping sur la campagne et pas plateforme par plateforme, parce que si on regarde qu'on se compare le retail média dans le cadre de la performance, on va aller chercher des frequencies, notamment dans les périodes de forte activité retail qui vont être plus élevées. Sur la partie considération ou upper funnel, on va vouloir maîtriser ça un petit peu plus. Et du coup, de pouvoir tout acheter via une et même plateforme, ça permet effectivement de faire ça entre les différentes plateformes et encore une fois de maximiser les investissements qu'on peut faire. Après, il y a aussi quelques autres challenges sur est-ce qu'on a les mêmes targeting dans des deals directs avec les annonceurs versus les achats DSP. Bon, tout ça, c'est pour ça, on est encore en train d'apprendre sur cette étape-là pour bien comprendre comment se met la complexité d'exécution quand on part sur ce type de solution. Magnifique, c'est le moment de faire la liste de souhaits à Adrien peut-être. Donc, on l'a mentionné en trame de fond justement sur les insights. On ne doute pas de la valeur des données d'Amazon aujourd'hui, un plus gros retailer du monde, mais dans une certaine mesure, on peut se demander comment une marque peut vraiment rendre ces données, ces insights qu'on peut en tirer, actionnables concrètement aujourd'hui avec ce que vous proposez. On a la chance d'avoir développé, il y a déjà quelques années, une solution qui s'appelle Amazon Marketing Cloud, qui est une clean room dans laquelle on va retrouver l'ensemble des signaux, soit des signaux de consommation, de recherche de produits, et puis maintenant aussi de consommation de streaming. Et donc c'est extrêmement riche. Certains disent que c'est une plateforme de consumer insight qui est très très forte. Je pense que c'est vrai et je pense que c'est sous-utilisé aujourd'hui. L'un des freins à l'utilisation, c'était la complexité. Tu l'as dit tout à l'heure. Quand on a lancé AMC, qui est l'acronyme pour Amazon Marketing Cloud, et vous le savez aussi chez Numberly, c'était un outil qui était extrêmement compliqué, avec des besoins de ressources techniques et data assez fortes. On a travaillé très dur pour simplifier, et l'Agentic va permettre de simplifier encore plus. Et donc, l'idée, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, d'arriver à faire infuser tous ces insights consommateurs au plus proche de l'acte de décision, donc au plus proche du business. Nous, on passe beaucoup de temps chez Amazon Ads à discuter de la gouvernance, de la façon dont les marques prennent les décisions, pour faire en sorte que ces insights consommateurs puissent vraiment arriver au niveau le plus granulaire possible pour pouvoir prendre des décisions qui soient les plus informées possibles, les plus rapides possibles et les plus décentralisées possibles. Et ça, c'est vraiment les trois
forces qui sont importantes pour la qualité d'une prise de décision. Donc ça, c'est vraiment un travail qu'on fait de façon importante. L'agentique, évidemment, va fluidifier encore plus, où on va pouvoir directement prompter en fait, la clean room et obtenir les insights qu'on a envie d'obtenir à grande échelle pour prendre une décision, encore une fois, très rapide et très informée. Donc ça, c'est une partie de la réponse. L'autre partie de la réponse, ça se passe dans Amazon DSP aussi directement, où de la même manière, on va avoir une interaction qui va être beaucoup plus fluide avec la DSP et des insights consommateurs qui vont être présents et qui s'appliquent aussi bien à des marques qui distribuent leurs produits sur Amazon comme Mattel, merci beaucoup, mais aussi pour les autres. C'est-à-dire que la richesse de ces signaux fait que c'est extrêmement pertinent aussi pour l'industrie des services financiers, pour l'automobile et pour plein d'autres. Merci beaucoup. Alors, j'invite sur scène Olivier pour justement nous parler un petit peu de la richesse de ces données Amazon avec quelques exemples concrets. Olivier. Exactement. Et merci Adrien d'avoir introduit AMC. On voulait rentrer un peu concrètement dans quelle typologie de data on peut trouver dans la clean room d'Amazon, donc Amazon Marketing Cloud, en prenant un exemple avec le secteur de la beauté. 16 millions de visiteurs de la catégorie beauté sur Amazon l'année dernière, autant d'informations qu'on peut retrouver et où on peut faire merger à la fois les données d'exposition de ces gens-là, mais aussi les données de transaction de sa propre marque dans la clean room pour pouvoir réconcilier les expositions avec les transactions. Et on l'attendait depuis maintenant quelques années et on est content que ce soit de plus en plus déployé. On va bientôt être capable d'avoir accès aussi aux transactions au niveau de la catégorie. Donc au-delà de sa marque, avoir l'information des transactions des autres marques de la catégorie et donc comprendre son évolution, sa propre trajectoire dans la catégorie au fil des ans. Et ça apporte évidemment beaucoup plus de valeur. Quelles sont les autres données qu'on peut trouver ? On peut avoir des données, comme on le disait, d'exposition, de consommation média. Par exemple, on sait que dans ces 16 millions, il y en a 2 millions qu'on peut retrouver sur Prime Video, qu'on peut toucher sur les différents contenus médias qu'ils vont pouvoir regarder. On sait que 68% par exemple sont des clients réguliers chez Amazon, donc on va avoir plusieurs occasions de les trouver sur la plateforme, mais aussi en dehors avec tous les partenariats. Et également évidemment sur TF1 qui partage maintenant ces données dans la clean room. Et on a aussi des informations sur les gens eux-mêmes et leur comportement pour pouvoir vraiment personnaliser les stratégies. Par exemple, en moyenne, pour un nouveau client, il met à peu près 10 jours de navigation entre sa première exposition à la catégorie avec son premier achat. Autant de temps pour pouvoir personnaliser une stratégie, pour essayer de parler le maximum de fois avec cette personne et trouver les bons messages, les bons signaux pour finaliser l'achat. 57% de ces requêtes ne sont pas associées à des marques. Donc en fait, on se rend compte que quand les gens arrivent dans la catégorie, ils ne savent pas exactement encore quel produit de quelle marque ils vont acheter dans la catégorie beauté. Et 19% de ces clients réachètent la même marque au cours des 12 derniers mois. Donc tout un enjeu aussi autour de la fidélisation de ces clients sur la plateforme. Et pour vous donner un exemple très concret d'insight qu'on fait de plus en plus, et on parlait beaucoup de défragmentation, et ça rejoint vraiment cette idée de défragmentation, on a tendance à créer des stratégies pour le D2C et des stratégies pour Amazon qui ne se parlent pas. Et on oublie en fait que les clients, les consommateurs, c'est les mêmes. Et une grande partie d'entre eux, ils vont shopper sur le D2C en offline ou le D2C direct de la marque, mais ils vont aussi être sur Amazon et acheter les produits. Et grâce au Clean Room, on peut venir réunir ces informations, fusionner ces données pour revenir à une vision à l'individu et prendre un peu de recul sur sa stratégie et se demander en fait qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui ont des comportements multi-channel, cross-channel et qui sont bien souvent les meilleurs clients de vos marques, en fait, ceux qui achètent le plus de vos produits. Et du coup, grâce à cette réunion de données, on est capable de calculer leur valeur client annuelle. On regarde leur fréquence d'achat, le nombre de produits qu'ils achètent, quels produits ils achètent sur quel canal, le prix moyen des produits. On est capable de comprendre le chiffre d'affaires sur chaque canal pour venir expliquer leur comportement et vraiment comprendre quelle est l'utilisation de chacun de ces canaux pour venir ensuite personnaliser des communications. Et tout ça étant dynamique et en plus on peut créer des audiences, l'idée c'est un peu comme on fait en CRM, de pouvoir venir créer des conversations personnalisées avec des messages personnalisés, des produits personnalisés en fonction de leur comportement en direct pour toujours venir optimiser vos stratégies et comme on le disait avant, éviter aussi parfois la surexposition de ces personnes-là. Merci beaucoup Olivier.
On va continuer un peu, on va maintenant rentrer sur le sujet de l'IA. Tu as commencé à l'évoquer, notamment Adrien, avec le rôle de l'agentique en particulier. On avait envie de commencer par te poser une question, Pauline. Quand on a préparé cette table ronde, on a eu une discussion que j'ai trouvée intéressante où tu disais, voilà, là on se parle d'activation plutôt haute funnel, donc on s'adresse à une audience plutôt large. Aujourd'hui, l'ensemble des plateformes d'activation utilisent de plus en plus l'IA pour de l'optimisation et donc vont elles-mêmes chercher les audiences les plus pertinentes. Donc on a ça d'un côté, la force de l'IA. De l'autre côté, on a de la data retailer qui souvent est assez coûteuse, et c'est normal. Et donc quand on se parle d'activation plutôt haute funnel où on va chercher une audience large, comment vous arrivez chez Mattel à faire l'arbitrage entre les cas où vous allez laisser travailler l'IA des plateformes et les cas où ça a du sens de faire appel à de la donnée retailer? Et effectivement, retail media, IA, c'est les buzzwords de l'univers média actuellement, donc on en parle beaucoup. Et c'est vraiment l'objectif, en fonction de l'objectif de marque et en fonction de quel type d'audience on va vouloir aller cibler et quelle est la problématique d'une marque particulière. Certaines marques, on va être sur des cibles assez larges, de shoppers assez larges, avec du gifter, avec du grand-parent, et du coup là, c'est là que l'IA peut commencer à devenir intéressante, puisque on se cantonne moins à une cible particulière et quand les budgets vont pas aller chercher des millions et des millions d'euros, on sait qu'on n'aura pas la possibilité d'aller chercher tout le monde. Donc l'IA permet d'optimiser les campagnes, mais sur d'autres marques ou d'autres lancements de produits où on va avoir des cibles plus spécifiques qu'on va vouloir vraiment aller chercher parce qu'on sait de nos insights consommateurs que ça va être les parents qui vont être prescripteurs pour particulièrement leurs enfants en bas âge par exemple. Et là on sait que c'est vraiment particulièrement important pour nous d'aller chercher une cible de parents d'enfants de 0 à 1 an et demi. Et là, particulièrement sur d'autres types de plateformes, ça va être très très compliqué à les trouver. Et d'où l'importance du retail média. Donc c'est vraiment deux rôles différents et c'est encore pas mal en phase de test aussi. Soyons honnêtes, c'est des nouvelles solutions qui arrivent et du coup on est encore en train aussi d'utiliser la partie MMM pour comprendre où est-ce qu'on trouve le plus de performance, où est-ce que le coût additionnel au CPM va être valorisé versus laisser un peu la place à l'IA. Mais l'IA, ça reste un peu une black box, donc on n'a pas forcément beaucoup de visibilité sur quelles sont les audiences qui sont finalement targetées. Il faudra revenir nous en parler quand il y aura plus de certitude derrière. Peut-être pour clôturer cette table ronde, Adrien, tu as mentionné beaucoup d'initiatives autour de l'IA. Vous êtes évidemment très actif là-dessus. Est-ce que tu veux faire un zoom sur une initiative en particulier que vous avez pu annoncer? Une avalanche d'annonces en fin d'année dernière sur l'IA. Si tu as un scoop aussi, n'hésite pas. Un dernier mot peut-être sur l'IA. Alors un scoop, non. Par contre, expliquer la stratégie qu'on a. Donc encore une fois, la stratégie, c'est vraiment démocratiser l'accès aux outils et rendre tout ça le plus simple possible. Quand c'est complexe, il n'y a pas de business. Donc c'est vraiment très, 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 très important. Et donc l'idée, c'est d'avoir un programme agentique qui couvre l'ensemble de la chaîne. Il y a un premier point de friction qui est la création des audiences. Tu le citais tout à l'heure. L'agentique va aider à créer des audiences qui sont plus pertinentes et de façon extrêmement rapide. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a le point de la créa. Et on sait que c'est un frein qui est majeur, notamment à l'adoption de l'écran de télévision. Donc là encore, on travaille aussi sur l'automatisation et l'agentique pour que les marques, et notamment les SMB, qui n'ont pas d'assets créatifs ou peu d'assets créatifs, soient en capacité de créer très vite des formats publicitaires à la barre pour l'écran de télévision. Donc ça va arriver très vite. C'est pas encore live, mais ça va arriver très vite. Donc c'est encore un point de friction qui va venir s'amoindrir. Ensuite, il y a toute la partie de l'activation. Une seule et même interface pour faire l'ensemble de l'activation, avec évidemment de l'optimisation algorithmique. Chez nous, c'est pas une black box. Il y a accès à tous les learnings et il y a un degré de contrôle qui est très important et j'y reviendrai, ce sera ma conclusion. Et puis ensuite, toute la partie mesure et insight, encore une fois, qui est de rendre tout ça le plus pertinent possible et le plus facile possible à mesurer. Et quand on pense à ce programme agentique, la stratégie qu'on a chez Amazon Ads, c'est de répondre à une tension entre l'automatisation et le contrôle. Donc on peut être dans un mode qui est totalement automatisé avec une perte de contrôle, donc le black box,
Mais on a des marques aussi qui ont besoin, et ça c'est très bien pour le SMB par exemple, une marque qui veut une performance bas de funnel, très bien, et on sera en capacité de le faire. Mais des marques comme Mattel et comme d'autres qui ont un besoin de contrôle et de transparence accrue, on a besoin aussi de répondre à ces cas d'usage. Et en fait, ce qu'on développe, c'est vraiment des solutions qui soient vraiment malléables, avec la capacité de mettre le curseur où on a envie de le mettre, entre full automation et très haut degré de contrôle. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Il nous reste moins 3 minutes. On a déjà dépassé les 3 minutes, mais est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou en ligne peut-être ? Je vous ai peut-être un peu refroidi avec mon « on a déjà dépassé 3 minutes », mais si vous en avez, n'hésitez pas. Oui. Bonjour, Gilles Moser, je travaille pour le groupe Opella. J'ai une question pour Amazon. Qu'est-ce qui a changé pour qu'aujourd'hui, ça a été un frein pour nous dans les analyses, qu'on n'avait pas la donnée de l'ensemble du marché et des concurrents qu'on obtenait dans des formats physiques par Circana ou par Nielsen, dont on a l'habitude de travailler et de faire beaucoup d'insights intéressants. Qu'est-ce qui a changé pour que maintenant vous décidiez de mettre l'ensemble de la catégorie à disposition dans vos clean rooms ? La demande des clients. Non mais vraiment. Ça a mis du temps alors. Ça met du temps, mais ça met du temps parce que c'est compliqué. Et puis ça met du temps parce que on est dans des processus d'itération. C'est-à-dire que on était, je pense qu'avec IMC, on était très en avance sur la technologie des clean rooms. Et ensuite, on a vraiment co-créé le produit. Et c'est ça qui est hyper excitant, co-créer le produit avec les demandes de nos clients. Et donc voilà, toutes les insights au niveau de la catégorie, par exemple, c'est quelque chose qu'on nous demandait depuis longtemps, qui est aujourd'hui disponible. Et on a encore toute une longue série de demandes qu'on a dans la poche et sur lesquelles on travaille intensément. L'une des demandes qu'on avait aussi, qu'on a solutionné récemment, c'était de permettre d'avoir une look-back window, une vue plus large que simplement 13 mois. Et maintenant, on a une vue à 5 ans, ce qui nous permet, en termes de Customer Lifetime Value, par exemple, d'avoir une proposition de valeur qui est beaucoup plus forte. Donc, très bonne question, et je dirais pourquoi ça a pris du temps, c'est que tout ça est compliqué, mais on est très à l'écoute et j'espère que les développements qui sont faits répondent en tout cas aux besoins qui sont les vôtres et ceux des clients en général. Merci Laure, je suis ravi d'accueillir maintenant Anaïs Armand du groupe La Centrale.